Donc, j'ai décidé de rapprocher le grand couturier au théâtre parce que ce sont des gens qui fréquentent les mêmes cercles. Ils vont au théâtre ensemble, ils lisent les mêmes choses, ils conseillent les mêmes choses à leurs apprentis. Par exemple, Paul Poiret, il a d'abord travaillé chez Jacques Tousset. Pareil, c'était l'une des références en matière de haute couture. Et ce monsieur lui conseillait, lui disait en gros, mon petit, je ne vous vois pas assez sortir, allez un petit peu au théâtre, sortez, allez dans les courses de chevaux, vous montrez un petit peu, trouvez-vous une fille bien gentille, bien honnête, que vous habillerez et tout, enfin voilà, quoi, ça vous fera votre carte de visite. Et donc du coup, c'est par le biais de ce rapprochement-là que j'ai décidé de faire une comparaison. Donc j'ai d'abord fait une comparaison sociologique entre le grand couturier et le costumier. Après, il fallait parler de costume. C'est le but premier de ce mémoire. J'ai donc décidé de partir d'un point A à un point B en parlant d'analyse des costumes. Quand on réfléchit à un vêtement, que ce soit pour destiné au prêt-à-porter ou au théâtre, on commence par un dessin. Ce qu'on appelle plus communément une maquette. Donc le début de mon mémoire, après avoir parlé de sociologie et d'histoire, c'est de parler de dessin de costumes, donc d'utiliser le vocabulaire du dessin pour analyser ces maquettes, pour petit à petit en venir à des catalogues, à des costumes qui ont été vraiment réalisés, donc qui ont été réalisés et qui ont été popularisés, notamment par le biais de la presse. Donc partir d'un point A à un point B. Le point A, c'est la projection, c'est la conception, c'est la maquette. Et le point B, c'est la popularisation, c'est l'institutionnalisation du vêtement par la mode. Retournons au théâtre. J'ai fait mon récapitulatif sur l'histoire de la mode. J'ai fait mon récapitulatif sur l'histoire du théâtre. Sur l'histoire du costume de théâtre, il restait le théâtre en lui-même. Et du coup, je me suis penché sur la place du théâtre en France, notamment à Paris, au XIXe siècle. Et je suis tombé sur un historien qui s'appelle Jean-Claude Dion, qui parle d'un terme intéressant que vous voyez là, c'est la dramatocratie. Société où le théâtre est un lieu fondamental pour la création de l'opinion publique. Celle-ci s'exprime en d'autres occurrences, et notamment dans les journaux. Mais le théâtre, lui, est un lieu fondamental de formation et de l'opinion. Pour celles et ceux qui ont travaillé sur des œuvres du théâtre, notamment du théâtre romantique comme Hernani, par exemple, vous avez peut-être ou sans doute entendu parler de la répercussion de ces pièces-là. Parce qu'il faut savoir qu'une œuvre de théâtre, durant la première moitié du XIXe siècle, ça prête polémique, ça prête à débat. C'est-à-dire que les gens vont énormément débattre autour d'une œuvre de théâtre. J'ai parlé du cas du théâtre romantique qui présente principalement des drames politiques, dont Hernani, c'est politique. Il y a Ruy Blas, c'est politique. En général, on essaye d'utiliser la reconstitution historique d'une époque passée pour faire un discours politique sur le théâtre, sur la situation présente, sur les contemporains. On utilise les histoires d'hier pour critiquer, pour observer la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que le théâtre, c'est une façon de regarder notre société à nous avec un peu plus de recul. Et du coup, c'était également pour cette raison que les salles de théâtre, notamment pendant la période romantique, étaient souvent des lieux de baston, notamment la bataille d'Hernani, et que c'était, pour les autorités de l'époque, une forme de soupape de sécurité. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des sifflements, il pourrait y avoir jeter, par exemple, des œufs ou des tomates sur les artistes. Tant que ça ne dépassait pas des moments extrêmes, on ne faisait pas intervenir les forces de l'ordre parce qu'on estimait que c'était un petit peu un défouloir. Tant que ça restait dans le cadre du théâtre. Rien n'a signalé, monsieur le ministre, aucune conversation suspecte. Très bien, du zèle, du zèle. Surveiller la sortie, c'est surtout à la sortie qu'on cause. Vous pensez comme les gens vont parler politique? Au théâtre, ils disent n'importe quoi. C'est précisément cela, faire de la politique. Tu m'entends? Tu parleras!
Oui, parce que le monsieur que vous venez de voir, c'était Pierre Tornade, donc le doubleur officiel d'Obélix, avec le petit hashtag Astérix et l'état d'urgence. Donc du coup, on parle, donc Jean-Claude Dion, il parle de dramatocratie, mais ça concerne surtout la première moitié du 19e siècle. À partir des années 1860, 1850-1860, l'empereur, enfin le pouvoir impérial va donner beaucoup de liberté à la création théâtrale et à la production théâtrale. Ce qui fait qu'il va y avoir énormément de genres et de sous-genres de spectacles qui vont sortir. Avant, c'était principalement le théâtre romantique. Après, il va y avoir petit à petit d'autres styles de théâtre, la comédie bourgeoise, par exemple, avec Feydeau et compagnie, où on va plutôt se marrer des histoires d'adultère, du cléricalisme et de cette concurrence entre nobles et bourgeois. Il va y avoir des cafés-théâtres, il va y avoir, qui va ajouter une certaine proximité, il va y avoir ce qu'on va appeler dans les années 1880-90, je crois, le théâtre libre d'Antoine, donc qui va refonder la façon de penser le théâtre. Il va y avoir le Grand Guignol, où ça va être principalement des spectacles basés sur des faits divers, des histoires d'assassinats, avec des trucages où des gens se font égorger, on asperge du sang de poulet. Il va y avoir le spectacle forain également, le cirque. Donc le théâtre va énormément se diversifier et correspondre à peu près toutes les couches populaires. Et à partir de là, Jean-Claude Dion ne va plus parler de dramatocratie, il va parler de, j'essaie de me rappeler du titre, société du spectacle en fait. Société du spectacle, je crois que c'est ça. En gros, c'est pour dire que, pour faire une différence, la dramatocratie apporte une valeur citoyenne au théâtre. Le théâtre sert à réfléchir sur la société. La société des spectacles, elle, va proposer une multitude de genres de spectacles variés pour correspondre à différentes attentes. Voilà. Ah oui, ça c'était la proximité entre le couturier et le monde du spectacle que je voulais vous montrer tout à l'heure. Parce que donc le couturier, qui est depuis tout ce temps assimilé à l'image du commerçant, souhaite se faire une légitimité dans le cercle des artistes. Il va fréquenter des auteurs, il va participer à des conférences et à des conventions. Il y a une association qui s'est faite en 1907 qui s'appelle la Fondation de l'Histoire du Costume de Théâtre, qui va rassembler des hommes de lettres, des peintres, des bibliothécaires, et qui va petit à petit donner à l'actuel Palais Galliera, qui est l'actuel musée de la mode et de la haute couture à Paris. Et du coup, pour se donner une légitimité, le couturier va habiller des actrices. Alors ça ne va pas être le même travail qu'un costumier. L'actrice va se pointer chez le couturier en disant « Bonjour, il me faudrait 3 robes pour une représentation à gros budget. » D'accord, je vous fais la facture. Il fait, il envoie. Il y a une petite anecdote, par exemple, Charles Frederick Worth a reçu une commande de 3 robes de la part de Sarah Bernard pour une pièce. Cette dernière l'a contacté en catastrophe avant la représentation en disant qu'il ne fallait pas 3 robes, il en fallait 5. Il a fait ses 5 robes. Charles Frederick Worth a fait ses 5 robes, il les a envoyées. Il s'est rendu à la représentation, il a vu qu'elle n'en portait que 2. Voilà. Donc du coup, il a avoiné, il a insisté pour qu'elle paye elle-même ses costumes, parce que bon, à la base, les costumes sont à la charge des acteurs. C'est surtout le cas pour les nouveaux, pour les bleus, pour les rôles de valets, pour les seconds rôles. Les divas, eux, ils ont les moyens, alors quand ils ont les moyens, ils vont se faire lever leur costume pour leur premier rôle auprès des grands couturiers. Sinon, ils s'arrangent avec leur administrateur de théâtre pour que ce soit le théâtre qui prenne en charge, plus ou moins officiellement, la commande. Et donc du coup, pourquoi un couturier fait des costumes pour des actrices, à votre avis? Publicité. Exactement. Ça fait une publicité gratos et ça permet en fait à une pièce de théâtre de servir de vitrine et de projection pour une marque en particulier.
Là, c'est une numérisation, ça se voit pas très bien. C'est pour une marque de perruques et de costumes. La perruque de Madame Sarah Bernard dans Varenne a été faite par Clarkson, hop, perruquier et costumier, et en tout petit de Sa Majesté le roi d'Angleterre, des familles royales d'Angleterre, de Russie, d'Allemagne et compagnie. C'est-à-dire que dans une publicité pour un couturier, l'étiquette de la star vaut beaucoup plus que l'étiquette du monarque, par exemple. Donc il y a un intérêt pour le couturier à se mêler de théâtre. Il y a un intérêt au couturier à se mêler de théâtre, notamment, comme je vous ai dit, pour s'inclure socialement dans un cercle déjà bien constitué. Vous voyez au milieu Paul Poiret et sa femme Denise costumés lors d'un bal qu'ils ont donné, ça s'appelle le bal des 1002e nuits. C'est ce genre d'événement qu'on organise quand on est couturier, quand on souhaite se faire une carte de visite, quand on souhaite s'inclure, donc on invite tout un tas de gens, à condition qu'ils soient costumés selon le thème. Ça permet non seulement de se faire des relations, de connaître, de se faire des contacts, de se faire un répertoire, mais en plus, ça permet de montrer aux gens que vous maîtrisez des bases culturelles. Donc, de vous défaire de cette image de commerçant qui, dans la représentation, dans l'essentialisation de cette époque, est assimilée à quelque chose de beaucoup moindre, et de vous assimiler à quelque chose de beaucoup plus culturel, de beaucoup plus érudite. Le couturier veut se donner une image d'érudit. Et à droite, c'est pour vous parler de cette relation entre le couturier et le théâtre, parce qu'il existe encore, malgré encore aujourd'hui, quelques rapprochements entre la haute couture et le théâtre. Là, vous voyez le Fashion Freak Show, qui est le spectacle de Jean-Paul Gaultier, consacré à Jean-Paul Gaultier. Donc, votre ça dit très années 80, Freedom, le freak c'est chic. Voilà. Mais il n'y a pas que lui, il y a un gros exemple, c'est Christian Lacroix, qui, lui, a toujours kiffé le théâtre. Et lui, ce qu'il voulait, c'est dire, il disait à ses parents, je veux faire des costumes de théâtre, et on lui a dit, passe ton bac d'abord. Donc du coup, il a fait un petit peu un truc classique, bac L, histoire de l'art, un petit mémoire et tout. Après, il a travaillé, et c'est quelqu'un qui a toujours fréquenté les théâtres et qui, même après 2008, même après la chute de sa marque, il continue de dessiner pour la Comédie Française. Et puis des fois, il va dans un lycée de mode, il rapporte des vêtements qu'il a achetés d'occasion pour que les élèves fassent leur propre collection à partir et qu'ils customisent les costumes. Voilà. Donc, forte proximité entre le couturier et le théâtre. Maintenant, parlons de costumes et parlons de dessin de costumes. Ce que vous voyez à gauche, c'est une image de publicité très en vogue. C'est tiré d'un magazine, c'est tiré d'une revue de mode. Dans les revues d'époque, on montre la collection, vous tournez les pages, vous avez les robes proposées par telle ou telle marque, et si le couturier est gentil, il vous laisse les patrons pour que vous fassiez faire les mêmes vêtements. C'est ce qui permet justement de se faire une clientèle qui n'a pas forcément les moyens d'aller en boutique. J'ai essayé d'analyser ce costume en essayant de repérer les coutures et compagnie, et on constate surtout à gauche une suresthétisation du mannequin et du vêtement. Et ça n'a pas changé, car on suresthétise toujours aujourd'hui dans le milieu de la mode à travers Photoshop et tous ces logiciels de retouche. Donc, suresthétisation du mannequin et du vêtement. Et en tant que couturier, moi personnellement, j'arrive pas à voir comment cette robe est composée. Il y a énormément d'effets. Le dessin est certes très joli, même si c'est un dessin industriel. On rajoute des effets d'ombre, de lumière. On voit que ici, là, c'est de la dentelle. Mais je ne saurais pas du tout vous dire en quelle matière c'est fait. Je ne saurais pas du tout vous dire comment c'est assemblé et comment on fabrique cela. Alors que la maquette de costume, c'est pas seulement une idée que l'on projette, comme on le voit le truc. C'est pas sellement un dessin pour faire joli. À la base, c'est pas fait pour faire joli, une maquette. C'est un dessin qui est simplifié et avec lequel on insiste sur des détails. Là, c'est une maquette de Charles Bianchini, le costumier que je vous ai montré tout à l'heure. Une robe faite à l'aquarelle. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que déjà la femme porte un corset. Il y a des torsades sur le corset, représentées par des traits fins
et net. On remarque une couture sur le côté. Donc ça veut dire que la robe, en dessous du tablier, se fait en deux éléments que l'on assemble. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un effet brillant. Avec l'aquarelle, on peut y rajouter soit une touche de blanc, soit un petit peu d'eau pour donner un effet plus pâle. Ça donne un effet brillant, ça souligne la matière, notamment avec les annotations, et on peut deviner que c'est fait avec du satin, par exemple. Et donner un effet de brillance. Là, par exemple, la concentration de traits noirs qui se trouve ici souligne qu'il y a un fronçage à ce niveau-là. Donc, il faudra faire des pliures pour pouvoir froncer la robe. Donc, sur la maquette, le dessin en lui-même, ça ne sert pas d'œuvre d'art, ça ne sert pas de représentation esthétique, ça sert d'élément de langage. On utilise le dessin pour communiquer sur une idée d'un costume à faire, contrairement à l'illustration de la revue qui sert essentiellement à faire joli et à montrer un vêtement destiné à être vendu.